Parce que si on cite certains, ils ont déjà exercé des postes. Mais dans leur poste, quel a été leur bilan? Positif ou négatif? Beaucoup de Congolais diront qu'ils n'ont pas fait grand-chose. Mais pourquoi alors leur octroyer un nouvel espoir? Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Junior. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tu es sur une chaîne internet qui s'appelle Trocfink Media. Nous t'avons invité parce que tu es candidat aux élections législatives. Et donc on parlera des élections, des candidats et de ta candidature, bien sûr. Et avant de commencer, est-ce que tu veux te présenter succinctement? Très bien, je m'appelle Magoza Zungu, je suis né à Kinshasa et je suis actuellement conférencier, analyste politique et professeur d'histoire des Noirs avec la KCA, Kid Coaching Academy. Et aujourd'hui, je suis éventuellement candidat à la députation provinciale pour la circonscription de Mongafula. D'accord, merci. Je disais tout à l'heure, tous les coups sont permis. Il n'y a pas de restrictions, donc on va parler du Congo. D'abord, revenons sur les 5 dernières années. Commençons déjà par faire un bilan. Un bilan, que dirais-tu de ces 5 ans qui viennent de passer? Après, c'est 5 années assez difficiles pour beaucoup de Congolais. Après, je dis souvent que le bilan, il est propre à chacun. Chacun aura sa fenêtre de regard pour dire s'il est positif, négatif. Mais moi, je constate qu'aujourd'hui, on a eu beaucoup de projets non aboutis et je pense qu'il faudrait qu'on ait de l'expertise pour avoir un Congo meilleur. Je disais le bilan par rapport au pouvoir en place. Mais comme je vous ai dit, le bilan il est propre à chacun. Pour moi, j'estime que les réalisations promises ne sont pas tenues. Maintenant, comme je dis, certains auront un autre avis parce qu'ils ont une fenêtre de regard qui n'est pas la mienne. Moi, aujourd'hui, j'ai besoin que le Congolais mange, le Congolais puisse se déplacer dans l'intégrité du pays et que j'ai besoin aussi que le Congolais ait la sûreté nationale de son pays. C'est pas obtenu aujourd'hui. Donc c'est là où je dis, pour moi, ils ont proposé des choses, mais il n'y a pas eu d'aboutissement. Il n'y a pas eu d'aboutissement. Et le 20 décembre prochain, encore des élections, près de 40 millions de Congolais sont appelés aux urnes pour une vingtaine de candidats pour les élections présidentielles. Et pour les élections législatives, on m'a dit, j'ai lu un article, il y aurait près de 20 000 candidats. Si je me trompe, Après, effectivement, 20 000 en députation nationale. Après, ouais. Je pense qu'il y a aussi un nombre assez élevé en provincial. Après, c'est le Congo. Tout le monde pense aujourd'hui à porter sa pierre à l'édifice. Maintenant, la question, c'est pour un poste de 500 personnes, plus de 20 000, ça pousse quand même certains à se questionner. Est-ce que la politique est la seule issue de secours au Congo ou c'est une vocation? C'est des vraies questions. Après, j'ai observé beaucoup de candidats et je me pose vraiment des questions, mais après, chacun en étant Congolais libre de postuler. Oui, on se pose des questions, mais il faut quand même qu'on essaie aussi de trouver des réponses. On est là, mais vraiment, Trocfink, c'est ça en fait. Échanger des idées, échanger des pensées, essayer de trouver des réponses. Après, la question... Quelqu'un a voyagé récemment, qui a pris un avion récemment vers Kinshasa, et m'a dit, dans l'avion, il n'y avait que des candidats députés. Je me pose la question, pourquoi? Mais parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de rôle modèle au Congo. Pour réussir, il faut devenir politicien, pasteur ou milicien. Est-ce que, je le dis souvent, moi, quand j'étais plus jeune, je rêvais d'être magistrat, parce que j'avais un voisin qui était magistrat. Aujourd'hui, ce genre de métier ne fait plus rêver le Congolais. Le Congolais s'est dit, si je rentre en politique, je deviens millionnaire. Sauf qu'on ne fait pas de la politique pour devenir riche. Il faut avoir un métier à côté. Maintenant, comme on a banalisé les rôles modèles, tout le monde se croit tout permis. C'est comme l'avènement des réseaux sociaux. Il suffit que tu crées ta page, tu commences un peu à parler de politique. Et si tu es dans le buzz, scandale, la population adhère. Est-ce qu'on peut empêcher à des personnes de prendre un avion totalement rempli des futurs honorables? On ne peut pas les empêcher, mais ils seront jugés sur la réalité du terrain et le discours politique qui va peut-être les trahir. Revenons aussi sur les 20 candidats à la présidentielle. J'ai regardé les noms. Il y avait une liste provisoire. Exact. Mutamba Tangunga, Katumbi Chapwe, parmi ceux qui sont à peu près connus. Sesanga, Tshisekedi, Dr Denis Mukwege, Fayulu, Muzitu, aussi Rex Kazadi. Il fait aussi Matata Pogno, ainsi de suite. Seth Kikuni. Une question rapide, parmi ces 20 candidats, pour qui voterais-tu?
Enfin, pour que moi je puisse vraiment voter, comme j'avais dit, je vais devoir lire les projets de société. Oui. C'est sur base de projets de société et les projections. Moi, il y a quand même un domaine qui m'intéresse le plus, c'est la sûreté nationale du Congo. Celui qui aura un projet meilleur sur la sûreté nationale, c'est celui pour qui j'aurai une tendance à voter. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, on doit apprendre à lire les projets avant de voter. Pas rester sur des slogans. Quand on reste sur des slogans, les slogans sont faits pour rester dans notre cerveau. Quand on te dit je vais finir la fin, si on te le martèle souvent, tu auras l'impression qu'on va finir la fin, mais sur le terrain, ça ne sera pas fini. Donc toutes les personnes que tu as citées, moi je commencerai à lire les projets de société à compter du mois prochain. Et après je me ferai un avis. Après j'ai aussi le droit de ne pas aller voter pour la présidence, c'est un choix personnel. En regardant ces personnes, j'espère que je pense que tu les connais, pas personnellement, mais tu connais quand même leur parcours. À ton avis, qui a la compétence? Qui est compétent pour diriger ce pays? La difficulté congolaise, c'est que ceux qui ont dirigé le Congo avaient des PhD, mais ils auraient fait. On a cette difficulté à faire la différence entre les intellectuels, les élites et les rôles modèles. L'intellectuel doit penser au sujet de société, les élites apportent des réponses et les rôles modèles inspirent la jeunesse. Mais au Congo, tout le monde est intellectuel. Mais tous ces intellectuels n'ont rien fait depuis l'indépendance. C'est là où je dis que c'est des personnes qui ont déjà exercé, qui sont ramenées à revenir, mais est-ce qu'on a vu des choses probantes? Albert Einstein disait « refaire les mêmes erreurs en attendant des résultats différents, c'est le début de la folie ». Est-ce qu'il ne faut pas une nouvelle classe politique, jeune, connaissant les enjeux et qui s'est formée pour pouvoir prendre la place des anciens? C'est la question que je me pose. Parce que si on cite certains, ils ont déjà exercé des postes. Mais dans leur poste, quel a été leur bilan? Positif ou négatif? Beaucoup de Congolais diront qu'ils n'ont pas fait grand-chose. Mais pourquoi alors leur octroyer un nouvel espoir? C'est comme ça que je me demande, sommes-nous encore capables de changer le Congo? Je pense que oui, parce qu'il y a des jeunes qui poussent. Et ces jeunes-là sont prêts à faire les choses. Maintenant, les anciennes générations qui nous disaient quand on était petits, les enfants jouent au tam-tam, les adultes dansent. Mais aujourd'hui, quand les jeunes parlent, vous n'êtes pas prêts. C'est là où je dis on doit déconstruire les mythes. Ces personnes qu'on a citées ont déjà exercé. Est-ce qu'ils ont déjà fait des choses probantes pour le Congo? Si c'est le cas, il faut leur donner une chance. Si ce n'est pas le cas, il faudra voter en âme et conscience. En âme et conscience, on sait qu'en général, les Congolais votent en fonction des... Tribalo-ethniques, oui. Ouais. Parce que la composition politique du Congo est tribalo-ethnique, de par l'historique. Oui. On aura tendance à voter parce qu'on se sent représenté par le leader. Mais maintenant, si ce leader-là ne travaille pas dans l'intérêt du Congo, de la nation, pourquoi voter? C'est là où je dis on est une jeunesse qui doit déconstruire les mythes tribalo-ethniques. Quand on se réunit pour le divertissement, on ne demande pas tes Louba, tes Swahili, tes Mongo, on ne se pose pas ces questions-là. Pourquoi quand ça devient dans la partie politique, La question s'est posée à une époque, quand il y avait JB et puis Ouera. La question s'est posée. L'époque de la wengetisation, parce que les deux leaders étaient clivants. Mais hors la musique, dans la société comme ça, à part pour les mariages, quand on se mélange, est-ce qu'on se pose la question? On dit tous on est Congolais. Exactement, mais je vois parmi les Congolais, et je vois ça chez les Congolais, une grande partie, partout où je traîne, parfois on critique Tshisekedi qu'il soit Moulouba, qu'il vote, qu'il nomme à côté de lui, qu'il est des Balouba. Mais en fait, moi je me définis comme Congolais. Bon, en fait, comme Zaïrois, parce que je suis né à l'époque du Zaïre. Aujourd'hui, le Zaïre n'existe pas, je suis Congolais. Si tu me poses la question, je ne te parlais pas de mes ethnies. Mais on est dans un Congo, aujourd'hui, on a besoin de savoir. Je dis, je m'appelle Zungu Kayembe Magoza. Congo central, Kasaï, Équateur. Mais j'ai grandi avec les swahilophones. Je suis juste Congolais. Maintenant, on arrive, nous aussi jeunes, à se diviser pour des problèmes tribalo-ethniques. Le vecteur tribalo-ethnique est agité en politique par les acteurs politiques. Parce qu'ils se disent que si j'agite ça de mon côté et que de l'autre ils agissent, on va créer la division entre le peuple. Maintenant, le peuple, je le dis, c'est un slogan qui doit être martelé à la jeunesse. Une jeunesse consciente, c'est des politiciens qui se grattent la tête. Ils agitent la fibre tribalo-ethnique, vous dites on n'est pas intéressé. Nous, on veut que vous nous apportez des solutions pour le Congo. On responsabilise les acteurs politiques. Mais les acteurs politiques congolais ont compris comment fonctionne le peuple. Et ils jouent avec ça pour pouvoir les maintenir et les avoir à leur portée. C'est là où je dis le peuple doit faire le travail de déconstruction mentale. Mais on va me dire oui, le peuple a faim. Ok. Mais si tu as faim... On est un peuple trop con? Je ne dirais pas qu'ils sont cons, je dirais qu'ils sont soumis à des problèmes d'ordre mental. Si mentalement tu n'es pas prêt, tu ne pourras pas faire grand-chose.
Maintenant, on sait comment ils ont été maintenus. Ça veut dire quoi, des problèmes d'ordre mental? C'est-à-dire là, il y a une étude qui est sortie, 20 millions de Congolais souffrent de problèmes mentaux. C'est pas moi qui le dis, c'est une étude. Quand je regarde les comportements de certains Congolais dans la vie de tous les jours... on n'a pas un peuple trop con, on a un peuple fou. Non, mental, c'est-à-dire, c'est pas... Mental, en fait, mental, c'est pas forcément être fou. Hein. Bon, mental, limite, c'est... Ouais. Non, parce que le Congolais, en fait... qui a des problèmes psychiatriques, psychologiques. Mais la psychiatrie et la psychologie, c'est pas être fou. C'est juste que l'esprit et le corps sont en déconnexion. C'est pour ça qu'on dit au Congo... Ah, je peux le dire en lingala. Allez-y, vas-y. On dit au Congo, ah, tu as le moi, Liboma. Non, c'est peut-être qu'il est en dépression. En fait, il a des problèmes qu'il n'arrive pas à solutionner. Est-ce que tu te rends compte, 20 millions de Congolais avec des problèmes mentaux. Ouais. Mais c'est catastrophique. Sauf que ça veut dire que c'est des Congolais pas au Congo, c'est même ceux qui sont à l'extérieur. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, une population qui a beaucoup souffert, mentalement, ça ne va pas aller. L'homme noir, de par son histoire, on est passé par l'esclavage, colonisation, esclavage arabo-musulman. Tous ces séquelles-là se transmettent de génération en génération. Il y a des Congolais aujourd'hui qui ne sont pas capables de se dire que faut que je me soucie de ma réalité directe parce qu'il n'est pas encore soigné mentalement. Maintenant, quand on dit fou, c'est parce qu'on fait un raccourci. Oui. Je dis toujours, si tu rencontres ici en Europe, tu rencontres un Espagnol qui parle espagnol, si tu ne parles pas espagnol, si tu es Congolais, va dire Aliboma. Mais si tu comprends l'espagnol, tu traduis à ton ami congolais, va dire, la bunga inanga me fait à espagnol. C'est là où je dis, en fait, on doit s'intéresser aux autres pour comprendre ce qu'ils vivent. Aujourd'hui, même sur les réseaux sociaux, le comportement du Congolais me fait peur. Il y a des gens qui montent dans les lives, ils t'insultent sans te connaître. C'est un état d'ordre mental. En Europe, on peut t'interner pour ce comportement-là. Mais au Congo, on va dire qu'il est à l'église, le pasteur va le faire. Le pasteur va t'accompagner, mais il ne va pas te guérir parce que ce n'est pas sa spécialité. C'est pour ça que je dis le peuple n'est pas con, mais le peuple ne maîtrise pas les enjeux politiques. La politique qu'on nous propose aujourd'hui, c'est du théâtre. On parle du divertissement pour ne pas parler des sujets sérieux. L'année 2023 a été l'année des concerts au stade de Martyrs. Dans un peuple en guerre. Bah, vous rigolez, mais dans un pays qui est en guerre, on célèbre toujours à l'Ouest. C'est très compliqué. Est-ce qu'il faut arrêter de danser? Il ne faut pas arrêter de danser, mais il faut tenir compte de nos frères qui souffrent des affres de la guerre à l'Est. En attendant, on interdit les concerts comme certains les font ici. Non, les concerts ont repris en Europe. Donc ça, c'est encore des fantasmes des combattants. C'est pour ça que j'ai dit à un moment donné, entre Congolais, on ne peut pas s'asseoir et trouver un compromis. On doit toujours être dans un rapport de force. Si on aime tous le Congo, pourquoi on ne peut pas s'asseoir et faire un compromis? On disait aux musiciens, on ne prenait pas position. On connaît l'Afrique. Quand tu prends position pour une cause, tu as des retombées aussi derrière. Maintenant, il faut être plus subtil parce que même les musiciens ne sont pas éduqués à la question politique du Congo. C'est pour ça que certains ne vont pas prendre de risques. Ou ils vont faire des actions pour vous dire on l'a fait quand même. Mais même ça, c'est pas assez. Mais ceux qui demandent de faire, ils ne foutent rien à part bloquer des concerts. Je reviens sur 20 millions de Congolais avec des problèmes mentaux. Oui. C'est-à-dire que les Congolais ont des autorités qu'ils méritent. Bah après, je pense que les autorités sont l'émanation du peuple. La plupart des personnes qui sont amenées à diriger le Congo, c'est des personnes qu'on a rencontrées ici en Europe. Quand on les a rencontrées, on a peut-être échangé, on sentait qu'il n'y avait pas la compétence. Mais maintenant, s'ils arrivent au pouvoir, ils sont l'émanation du peuple. Tu peux rencontrer quelqu'un à Matungé ou quelqu'un au Château Rouge, et demain, il devient gouverneur ou demain, il devient ministre au Congo. Maintenant, c'est les choix. C'est pour ça que je dis, en fait, pour pouvoir obtenir des résultats, il faut avoir un entourage meilleur. Si vous traînez avec des personnes qui vont au bar, le jour où vous avez un poste, vous allez ramener des gens du bar. Mais si vous allez à la bibliothèque, vous allez dans des musées, vous allez chercher des gens comme vous, avec le même centre d'intérêt. C'est de la logique, en fait. Sarkozy a dit un jour, j'ai pas fait les grandes écoles, mais j'ai les meilleurs collaborateurs de France. Et c'était moi le chef. Il n'a pas fait des grandes écoles, mais il est quand même allé très loin dans les études. Mais il était à Nanterre. Pas très loin, mais il est quand même allé... Mais il était à Nanterre. Quand tu sors à Nanterre, au niveau de la France, t'es pas... Et il a commencé la politique très tôt. Oui, mais il a commencé très tôt, mais au niveau des études. Ouais. Il n'était pas le plus diplômé. Je pose la question différemment. Tu es dans un navire en temps de tempête. Ouais. Est-ce que tu préférais que ces navires soient commandés par un vieux capitaine sans diplôme, qui a toujours navigué, ou un jeune sorti fraîchement de l'école navale, avec tous les diplômes, mais qui n'a jamais navigué? Moi, je pars du principe que depuis 2018, au Congo, on a la jurisprudence qui nous empêche de parler de diplôme. Parlez-nous de compétences. Je choisirais l'expérience.
parce qu'il est ancien, il a déjà vu beaucoup de situations au niveau de la mer. Le jeune, il aura beau avoir tous ses diplômes, mais il peut se confronter à une réalité qu'il n'a pas affrontée. Pardon, j'y reviens. Pourquoi tu dis on a une jurisprudence qui nous empêche de parler de diplôme? C'est ma jurisprudence. Ah, d'accord. Parce que je parle du principe qu'on nous a trop vendu les diplômes. Quand on vend les diplômes à la jeunesse, les jeunes pensent que quand j'ai pas de diplôme, je peux créer un faux ou même faire des actions pour dire je suis diplômé. Mais le diplôme, c'est une présomption de connaissance. Tu peux être le plus diplômé, mais si tu es face à quelqu'un qui a de l'expérience du terrain... C'est pas seulement une présomption, c'est aussi une garantie des connaissances. En fait, tu peux avoir une garantie de connaissance, mais sur le terrain, être nul. On l'a vu avec ceux qui ont fait la théorie et ceux qui étaient en alternance en Europe. Celui qui est en alternance, il est dans l'entreprise. Toi, tu es à l'école en train d'apprendre. C'est pour ça que je dis, en fait, on nous a fascinés. Dans l'idée, on doit être assis dans des bureaux, porter des chemises, cravates. On a négligé le métier de la main. Aujourd'hui, au Congo, on ne peut pas parler diplôme. Parlons de ce qu'on est capable de faire. Parce qu'on n'a eu que des diplômés, des PhD, des professeurs, des philosophes. Ils n'ont rien fait au Congo. D'accord. Tu es candidat aux élections législatives, tu vas forcément soutenir un candidat présidentiel. Pour les prochains présidents, j'ai envie de te poser une question. Si tu peux nous donner 3 décisions stratégiques, efficaces et durables qui peuvent sauver le Congo et sortir le Congo de la tempête. La première décision, déjà, c'est avoir une armée professionnelle, avec un recensement réel pour savoir qui est congolais, qui n'est pas. Mettre des bases tampons au niveau de l'Est. Comme ça, on a des vrais militaires congolais qui vont défendre l'intégrité. Ce n'est pas besoin d'aller en guerre. C'est la dissuasion. Ils seront stationnés en tampon sur les frontières des 3 pays. Avec quelles armes? Mais on part et l'embargo qui... Non, ça c'est de la fiction. Moi, je te parle de projection future. D'accord. Dans une projection future, on doit recenser l'armée congolaise. Sortir les infiltrés. Former l'armée congolaise en leur donnant des moyens, en ramenant des spécialistes pour les former. Un militaire doit avoir une condition physique. Ce que je vois au Congo aujourd'hui, ce n'est pas des militaires, c'est des agents de sécurité qui font la sécurité des ministres. À un moment donné, quand on fait tous ces efforts-là, et ensuite on met des bases tampons au niveau de l'Est, à chaque niveau de frontière des 3 pays, Rwanda, Ouganda, Burundi. De façon à ce que s'il y a une infiltration, on les repousse. Ça, on peut le faire parce que l'armée congolaise a une histoire. C'est là où je dis aujourd'hui, c'est la situation sécuritaire la plus préoccupante. On peut le faire au bout de combien de temps? ça peut te prendre tout un mandat. Mais dans un pays, on a la continuité de l'État. Ouais. Ça prend un mandat, mais le prochain président qui arrive, il continuera. Les autres pays se développent parce qu'ils ont des projets sur de long terme. Nous, on ne peut pas faire toujours... On arrive, on annule ce qui a été fait avant, on ne continue pas. La situation sécuritaire, l'éducation des Congolais et le niveau social. Santé, alimentation, connexion des routes, ça permettra déjà à la population de fermer les yeux sur le président et pourra même faire 30 ans s'il le souhaite. L'éducation, on a la gratuité aujourd'hui. Moi, je parle plus d'éducation dans le sens de bâtir une nation. La gratuité, c'est un projet. Il faut commencer toujours par quelque chose. Oui, mais en fait, l'éducation africaine est calquée sur le modèle européen. On a nos réalités africaines. Quand j'entends des enfants me parler de Napoléon, je leur dis, vous connaissez Shaka Zulu, vous connaissez Kimpavita, on ne connaît pas. On est en train de créer des générations complexées. La plupart des Congolais ont appris l'histoire du Congo à l'extérieur. Très peu l'ont appris au Congo. Mais tu apprends ça à l'extérieur alors que dans ton pays, on t'avait appris quoi? Le Mont Blanc. On est en train de créer des générations complexées. Mais tu as fait tes études ici. J'ai fait une partie au Congo. Une bonne partie ici. Mais j'ai fait comme... Je suis parti au Congo en étant dans les humanités. C'est-à-dire que tout ce que j'ai appris là-bas, c'était déjà des connaissances européennes. Exactement. J'ai dû créer ma bibliothèque noire en 2012. Commencer à relire des livres sur les Noirs, les auteurs noirs et le Congo. Aujourd'hui, je lis un livre de Didier Moumengi. Très peu de Congolais le connaissent. D'accord. Il y a des auteurs congolais qui ont écrit. On peut avoir un programme scolaire calqué sur les réalités congolaises et africaines et inclure l'Europe. Mais on ne peut pas nous conditionner à apprendre d'abord l'Europe. Quand on était au Congo, on apprenait en géographie toutes les capitales du monde. Beaucoup de Congolais connaissent toutes ces capitales. Mais quand tu dis capitale africaine, chaos. Ibrahim Traoré a dit quelque chose qui m'a marqué, c'est les Africains sont des intellectuels en parlant les langues des autres. Mais quand on les ramène dans leur langue nationale, ils sont des illettrés. Donc si on enlève la langue en question, il devient... Ils sont des illettrés. Parce qu'il y a beaucoup de Congolais qui parlent espagnol, français, machin, mais quand tu ramènes en Chiluba ou même en Swahili, en Kikongo ou en Lingala, ils n'arrivent pas à raisonner en fait.
C'est déjà ils sont des illettrés. C'est des complexes qu'on a créés dans l'éducation africaine. Quand on était petit, on disait nos ancêtres les Gaulois. Parce que moi, j'ai une tête à ressembler à De Gaulle. Mais on a grandi avec ça. On le chantait en plus quand on était petit. Ah, tu rigoles, c'est la réalité qu'on a vécue. Aujourd'hui, on doit déconstruire ça et changer ça. Donc, sécuritaire, sociale et éducationnelle. Parce que l'éducation au Congo est très faible. Je vois des enfants avec Xeta à 80%, mais tu parles avec lui comme ça, tu comprends qu'il n'y a rien dedans. Et nous, on a connu une époque où tu passais ton Xeta par exemple, à Massamba, tu sortais lauréat à Bosangani. Mais tu n'étais pas là-bas, comment tu faisais? C'est toujours le même système de Zouamouké Katanop, rétrocommission. Et ça a continué, parce qu'aujourd'hui, on mettait par exemple, pour aller à une médecine au Congo, aujourd'hui, on disait 80%. Et quand je vois les gens qui ont 80% en médecine, paix à son âme, à mon oncle tonton Kalala Carlo, qui était professeur à Guékin, on disait que c'était le plus dur, mais ils savaient que le niveau était bas. Il y a beaucoup de jeunes qui rentrent en médecine, mais quand tu changes avec eux, tu te rends compte qu'il n'y a pas, rien vraiment, il n'y a pas de consistance derrière. C'est parce qu'on n'a pas un programme adapté. Moi, j'ai fait une intervention dans une université congolaise en économie. J'ai parlé des sujets de deuxième année, le prof m'a dit, ils n'ont pas vu ça. En fait, nous, on commence en première année en Europe. En deuxième année, on fait juste un rappel. Mais eux, ils sont en deuxième année, ils sont en train de voir des programmes qui datent des années 80. C'est aussi ça le problème. Quand tu fais tes études ici et que tu vas au Congo, est-ce que tu ne ramènes pas un système comme ça, un système international qui joue toujours contre nous? Non, après sur l'économie, c'est d'ordre mondial. L'économie, c'est mondial. L'économie s'adapte. Oui, c'est d'ordre mondial, mais quand on regarde, mais vraiment entre les lignes, tu te rends compte que toute la façon de faire, tout ce qui a été fait, toutes les conventions signées, c'est fait à l'avantage des uns. Mais qui a le soft power mondial actuellement? C'est pas les Africains. Les États-Unis. Est-ce que nous, on a un soft power? On essaie de le mettre en avant en ce moment, maintenant en retard. Quand les autres ont mis en place leur soft power, nous, on était encore en domination. Mais aujourd'hui, on essaie de créer aussi le modèle africain. Mais pour pouvoir le mettre en avant, il faut avoir la force économique. Les États-Unis ont réussi à mettre leur propagande par les médias. Les Européens, c'est la littérature. Nous aussi, on a comment tu peux parler de l'économie dans un pays qui est à 95% dollarisé? Mais en fait, la question, c'est aujourd'hui, on doit créer nos monnaies. Et moi, je parle d'économie de base, des notions qu'on doit maîtriser, par exemple, pour ne pas se faire flouer par le FMI et la Banque mondiale. Quand je vois un ministre nous dire que le FMI nous a prêté de l'argent, et on fait de l'économie monétaire, je suis quand même effaré. Je me dis, on nous prête de l'argent pour rembourser les taux d'intérêt. On est toujours endetté, c'est des endettements sur toutes des générations. Pour le Congolais qui ne comprend pas, c'est comme la taxe GOPAS. Pour des travaux qui n'ont pas été atteints, mais on paye toujours la GOPAS. Pour sortir, et à l'intérieur, 25 $, pour sortir 50, reçu de 55 $. Mais... Pour rentrer aussi? Non, rentrer, on ne paye pas le GOPAS, c'est la sortie. Ah, c'est à la sortie, d'accord. On paye 55 $ à l'aéroport, mais on te donne un ticket où on écrit 50 $. Les 5 $, ils partent. On n'a pas de transparence sur ça, mais on continue à payer. Si tu n'as pas le GOPAS, tu ne sors pas du pays. Tu seras peut-être le prochain député. Qu'est-ce que tu feras par rapport à ça? On peut proposer des lois, mais moi, j'agirai plus dans la je serai dans l'Assemblée provinciale de Kinshasa. On pourra parler de ça. Parce que c'est des problématiques où je dis, j'ai assisté à une scène à l'aéroport, une américaine congolaise, qui n'était pas revenue au Congo depuis longtemps. Moi, je voyageais avec Bruxelles Airlines et je voyageais avec Air France. Bruxelles Airlines, on paye ça en ville. Comme ça, quand je suis à l'aéroport, j'ai pas envie qu'on me prenne la tête avec ces démarches-là. La fille, elle arrive, elle remplit tout. À un moment, le gars lui dit, mais il faut payer 55 $. Elle dit, mais 55 $ de quoi? Il commence à s'énerver. Je lui dis, en fait, si tu n'as pas la taxe GOPAS, tu ne peux pas voyager. Elle me dit, c'est quoi? J'essaie de l'expliquer. Elle me dit, mais c'est n'importe quoi. Je dis, c'est vrai que c'est n'importe quoi parce que tu viens de l'extérieur. Mais même ceux qui sont ici le payent en voyageant à l'intérieur du pays 25 $. Elle a dû appeler son copain qui est aux États-Unis, lui faire un virement pour qu'il paye directement. C'est très grave. Les travaux ne sont pas faits, mais on paye toujours le GOPAS. Et le Congolais l'accepte. On nous avait promis qu'on allait enlever le GOPAS, ça n'a pas été fait. On est un peuple trop con. Non, on n'est pas un peuple con. Je pense qu'on est un peuple très tolérant. Un peuple soumis. Non, on est un peuple tolérant. C'est l'Église. Tu continues à payer quelque chose dont tu n'as pas... Tu payes un service que tu n'as pas. Le Congolais dit toujours Nzamba Roussala. On est tolérant. Tu appelles ça de la tolérance? C'est la tolérance. C'est pas de la soumission? C'est pas... En fait,
on te met une situation qui te montre que tu n'as pas d'alternative. Moi, j'étais avec un ami. Bon, il a un poste assez correct au Congo. Je dis aujourd'hui, j'ai envie que tu me fasses plaisir. Il m'a dit, je fais quoi comme plaisir? J'ai pas envie de payer le Gopass. Il m'a dit, Gopass, même Samba Licolo, il va payer. Parce qu'on ne peut pas exonérer la Gopass. Je dis, comment ça? Il m'a dit, ça, c'est moi qui paye, mais on ne peut pas exonérer. C'est une taxe qui sert à quoi au Congo? Le Congolais ne va pas se poser les questions que je me pose. Pourquoi on ne peut pas le faire sauter? Pourquoi ça n'a pas été fait? Lui va dire, ah bah, tu mets ça là, bah, stratégiquement, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire sauter ces Gopass? Bah, déjà, on devra savoir où est passé l'argent du Gopass avant de faire sauter ça. Parce qu'on l'a payé de façon régulière. Mais l'argent est passé où? L'aéroport n'a pas évolué d'un iota. C'est des questions. Moi, on m'a pris la rame à Kinshasa. La taxe rame. J'en rigole aujourd'hui, mais on m'a pris la taxe rame au Congo. C'est passé où la rame? Les recettes de la rame, on aurait pu utiliser ça pour créer des entreprises au Congo. Et c'est de l'argent qui a disparu dans... Non, c'est pas moi, le ministre a dit c'est pas lui qui gère, c'est la présidence. Ok, bah on veut bien que la présidence nous explique. On a vu en France les jeunes s'enrôler, que ce soit la police, dans l'armée, après les attentats au Bataclan. Mais chez nous, 20 000 candidats députés. Pourquoi on ne va pas faire autre chose et puis peser? Parce qu'on sait dans la société que c'est la société civile qui pèse. Et quand on arrive en politique, on devient député, on la ferme. Pourquoi on ne va pas faire autre chose? Pourquoi toi, tu ne vas pas faire autre chose? On va faire autre chose comme quoi, par exemple? Être dans la société civile, être syndicaliste, être professeur. Tout à l'heure, tu as dit que tu as participé à un cours d'économie. Je ne sais pas, faire autre chose pour peser. Avant de faire la politique, moi, j'ai fait des actions dans le social. Je n'étais pas obligé de le faire. Je paye des frais de scolarité des enfants au Congo, je ne suis pas obligé de le faire. Non, mais quand tu fais ça, tu ne fais pas un contre-pouvoir. Non, mais en fait, la société civile a toujours agi au Congo. Si la société congolaise tient aujourd'hui, c'est grâce aux initiatives de la société civile. Mais il faut grossir les chiffres. On change les choses quand on est... Quelqu'un a dit, on arrive à changer les choses quand on est gros, pas quand on est grand. Le rôle de l'État, c'est de créer des situations favorables pour que le secteur privé agisse. L'État congolais est en cours de construction, comme le pays. C'est-à-dire que les Congolais viennent, malgré les obstacles, ils essaient de faire des choses. Mais si on rend le climat d'affaires serein, il y aura plus de diaspora qui va peut-être revenir pour essayer d'apporter en n'étant pas les meilleurs. Mais quand un Congolais rentre au Congo, il est face à des obstacles, il lui dit ça sert à rien que je tente. Je disais à une amie, tu vas au Congo pour 3 semaines, tu veux créer une entreprise. Tu ne vas pas avoir les documents. Elle m'a dit comment ça? Je dis nous, avec ma plateforme, on anticipera les démarches. Tu me dis tu partiras l'année prochaine à tel mois, on commence les démarches en amont, quand tu arrives, tu es déjà sur la prise des documents. Elle m'a dit non, tout a changé, on a ouvert le service à ODA ou je ne sais pas. Elle est partie, elle a fait, au lieu de 3 semaines, elle a fait 2 mois. Au bout de 2 mois, elle a payé les documents, elle m'a dit, ce pays-là, il me fait mal à la tête, je rentre en Belgique. D'accord. Tout à l'heure, sur les 3 décisions stratégiques, tu as parlé de la sécurité. On connaît que le Congo, c'est un pays en guerre depuis un bon bout de temps, avec des millions de morts. En regardant un peu l'actualité aujourd'hui entre l'État d'Israël et la Palestine, je me pose une question. Sommes-nous trop petits pour imposer au monde la tristesse de notre deuil? Moi, je vais te répondre par la phrase d'un rappeur congolais qui s'appelle Desporuti qui disait « Si je parle de 6 millions de morts du Congo, les Noirs s'en tapent. Mais si je parle du petit Syrien, tout le monde verse une larme. Ils disent que je vais diviser alors que tous les morts comptent. Si les Noirs s'intéressent d'abord à leur cause au lieu de défendre les causes extérieures, on aura peut-être une force. Ce qui se passe au Congo, il y a beaucoup de Noirs qui n'en parlent pas. Ce qui se passe au Cameroun, qui se passe partout dans l'Afrique, il y a beaucoup de Noirs qui n'en parlent pas. Mais quand ça concerne les autres, on va parler parce qu'on nous a conditionnés à défendre les causes des autres. Israël est en conflit avec la bande de Gaza, avec les Palestiniens. Mais Israël se défend avec des armes, mais le Congolais il veut prier pour vaincre la guerre. Le Dieu d'Israël, il utilise des armes, mais le Congolais fait des prières. J'ai vu des gens à l'Est qui ont fait une marche pour soutenir Israël. Est-ce que les Israéliens ont déjà soutenu la cause congolaise? Non. Le Congo est la convoitise de tout le monde. L'eau a été cotée en bourse pendant le confinement. Les réserves de douce se trouvent en Afrique centrale, dont une partie au Congo.
On a un problème avec le monsieur Elon Musk qui veut aussi les voitures électriques, Tesla et tout ça. Ça sera fait en fonction du Congo. Ça sera fait tout ça en fonction du Congo. Le Congo sera toujours la convoitise, donc ils ont intérêt à ce que ça soit toujours déstabilisé, donc ils ne vont pas en parler. Et pour finir, les Africains n'ont pas de médias assez forts. Celui qui a le média, il diffuse son information à sa guise. Tu changes de chaîne, tu es toujours le conflit israélo-palestinien. Maintenant, je demandais, il est passé où notre ami Zelensky? Il est toujours là? Il est toujours là, mais il est moins audible. Mais on parle d'autre chose. Parce que la priorité, c'est là-bas. Maintenant, si on ne sait pas que ça commence en 1948, et que celui qui a voulu donner l'espoir, c'était Isaac Rabin, qui a été tué par quelqu'un de chez lui. Pour comprendre déjà que, quand on était petit, on nous avait conditionné à défendre toujours les mêmes. Mais quand tu t'intéresses à l'histoire, tu te rends compte que celui qu'on pensait être la victime n'est pas forcément la victime. C'est là où je dis aujourd'hui, moi je ne parle pas des conflits qui ne m'intéressent pas, je parle d'abord de mes conflits avant de défendre les autres. On compatit à leur douleur, mais chacun défendra sa cause. Maître Gims et Omar Sy sont allés défendre les Rohingyas. Sauf que Omar Sy en Mauritanie a encore l'esclavage. Il n'en parle pas, mais il va défendre les Rohingyas qui sont très loin. C'est parce qu'on choisit mal nos causes en tant que Noirs. On doit savoir qu'on défend d'abord, excusez-moi, on défend d'abord chez nous, avant de défendre chez le voisin. Parce que l'histoire nous prouve que les voisins ne vont pas jamais s'intéresser à ce qui se passe chez nous. Donc le cas du Congo, les solutions doivent venir que des Congolais et pas de l'extérieur. Et on doit aussi se parler entre Congolais, on a des traîtres chez nous. D'accord. Et qu'est-ce que tu penses de la démocratie au Congo? On a fait des progrès. Où est-ce que nous en sommes? Toi, personnellement, parce que tu participes aux élections. On sait que parfois, dans les élections comme ça, le jeu est parfois est joué d'avance. Tout à l'heure, on parlait, en off, on parlait des candidats, des ayants droit. Oui, qui fassent campagne, qui ne fassent pas campagne, ils sont toujours là. Qu'est-ce que tu penses de la démocratie et pourquoi vous allez jouer à ces jeux-là? Après, la démocratie est un concept qui a toujours existé en Afrique, mais qui était plus dans un modèle collégial. Il y avait toute forme de représentativité. Contrairement à ce qu'on nous faisait croire que ça venait de l'Europe. Maintenant, pour qu'une démocratie soit forte, il faudrait que la justice soit forte. Si dans un État où la justice n'est pas assez forte, on ne peut pas avoir de démocratie correcte. Déjà, comme je dis souvent, actuellement, moi je suis dans les assurances, le Congo c'est comme un bien en cours de construction qui en assure. Donc il y a beaucoup de risques dedans. Parce que personne n'habite dedans. Donc c'est en travaux. Maintenant, la question, c'est tant que la justice n'est pas assez forte, il n'y a pas assez d'indépendance entre les institutions. On a vu le problème qui s'est posé avec la loi électorale. Impartial, pas impartial, les nominations. Celui qui va être à la justice, au gouverneur de la Banque centrale, Cour constitutionnelle. Je dis souvent, pour pouvoir tricher, il faut être très malin. Mais pour être malin, ça nécessite de réfléchir. Dans une composition, je me dis, excusez-moi, on dit que le Congo est tribalo-ethnique. Bon, moi, je fais un rêve. Je me dis, bon, je suis un grand candidat, j'ai des fortes chances de gagner. Je dis, ok. Cour de justice, moi, je suis du Congo central. On met un swahilophone. Mais qui a ma cause? Et ça, les gens ne le sauront pas. C'est des tractations en coulisses. Cour constitutionnelle, on met Bandoudou. Mais c'est quelqu'un qui a ma cause. Du coup, c'est transparent. Ouais, mais il ne peut pas le faire parce qu'ils ne sont pas de la même ethnie. Ah, ok, ils ne sont pas de la même ethnie, mais c'est les mêmes personnes. C'est de la politique. C'est pour ça que je dis que quand c'est trop transparent, il n'y a pas d'opacité, ça devient flagrant. Si je suis allé à un événement où je disais, est-ce qu'au Congo, c'est les seuls aujourd'hui qui sont les plus intelligents? Et parce que les noms que je voyais, c'est toujours les mêmes. Je me pose des questions. On me dit, ouais, mais comme ils étaient petits, on me disait, ils sont trop intelligents. Je dis, ah bon? Mais il y a beaucoup d'autres Congolais aussi qui sont intelligents des autres ethnies. Pour avoir un pays stable, il faut que chaque ethnie soit représentée dans des postes majeurs. Ça sera difficile. Parce qu'on a ce côté, on a peur de la trahison. On devient tribalo aussi pour se renforcer au niveau sécuritaire. Parce que tu dis, si on vient du même... Donc on ne peut pas accuser Tshisekedi de... Moi, je ne parle pas de tribalisme. Ouais. Parce que je pars du principe que si un Congolais est compétent, il va le faire. Moi, dans mon équipe, il y a toutes les ethnicités congolaises. Et quand il y a quelqu'un qui parle d'ethnie, je le coupe direct. Si on est des Congolais. Si tu commences avec ça, nous ce n'est pas notre façon de voir les choses. J'ai grandi en Europe loin des Congolais. J'étais avec les non-Congolais. Mais j'ai observé que chez eux aussi, ils ont les mêmes problèmes d'ethnicité et tout.
Mais quand ils ont un objectif d'intérêt général, ils gomment les ethnicités. Les Européens vont au Mali pour faire du business. Mais à la base, ils ne s'entendent pas tous. Mais quand ils vont s'asseoir en réunion, ils vont se dire, bon, si on peut piller le Congo là, pour le coltan, bah, on va faire des compromis, on va avancer. Pourquoi nous, on n'arrive pas à le faire? C'est là où je dis, en fait, le tribalo-ethnique, c'est juste des concepts qu'on n'a pas maîtrisés. Tout le monde a des préjugés envers les autres. On disait que les Bakongo, ils sont économes. Les Swahili sont ceci. Les Luba, les femmes, les Pisoli. Ok, c'est des préjugés. Quand tu grandis, est-ce que tu constates que tous les Luba font ce qu'on te disait petit? Non. On a joué sur ça en disant même dans la programmation belge que les Luba allaient diriger le Congo de façon longue. Et du coup, en grandissant en mode ah, faut jamais donner le pouvoir aux Balouba parce qu'ils vont faire n'importe quoi. Bah, du coup, aujourd'hui, quand on voit qu'il y a des couacs, on va dire bah c'était déjà prévu. C'est des croyances. Est-ce que tous les Luba, tous les. Moi, j'ai grandi à l'époque, comme disaient les gens du Bandundu, ils n'étaient pas intelligents. Mais en grandissant, j'ai dit ah bon, il y en a beaucoup avec qui j'ai étudié. Ils sont très intelligents. Oui. Ils sont très intelligents. C'est pourquoi? Parce qu'on dit ah, Mouya Kalazu le premier. C'est des préjugés. On arrive à un stade où on va déconstruire tous ces concepts et se parler vraiment dans les yeux. Si on veut que le Congo change, il faut qu'on ait un dialogue intercongolais, on va se dire des vérités. Mais personne ne va le faire. Parce que chacun va défendre son intérêt personnel. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, le bilan, il est propre à chacun. Maintenant, certains vont dire, il n'y a rien eu. Ok. Mais moi, par exemple, j'habite à Mongafula. Pour aller à Mongafula, on passait par Rond-Point Gaba et Ipen. Aujourd'hui, on a la route de Lengue, ça bypass. C'est un raccourci. Je l'ai pris moi-même. J'ai mis 45 minutes pour arriver au lieu de passer par Ipen. C'est une avancée. C'est bien, Tshisekedi arrive à faire des choses. Mais il a fait la route. Moi, ça m'apporte quelque chose. Mais ceux qui ne sont pas desservis en dessert de route, ça leur apporte quoi? Le Congo, c'est pas que Kinshasa. C'est l'intégrité totale. J'ai un ami qui m'a dit, pour rigoler, je vais m'inscrire à l'université de Mbandaka. Vous rigolez, mais vous rigolez. Le président là-bas, c'est lui, il a dit, il va aller s'inscrire, il veut avoir un diplôme au Congo. Aujourd'hui, l'université, on est où? Je sais pas. Je suis pas à Mbandaka. C'est pour dire, en fait... Non, mais c'est une promesse récente. C'est pas en début de mandat qu'il a fait cette promesse, si je me souviens bien. Il y a une vidéo de Mobutu qui disait la démagogie, dans le poteau Barobengango, discours démagogique. Je préfère le politique qui va me dire aujourd'hui, j'ai un projet de société, il le met en avant auprès du peuple, et même s'il avait 15 projets, il fait 5 projets. On va dire qu'il a fait quand même. Mais quand on m'annonce plusieurs choses et à la fin, ils ne sont pas réalisés... Mais dis-moi un peu, dans ces 20 candidats, oui, lequel peut sortir, est capable de sortir un projet de société fiable, efficace et correct? Après, je ne sais pas, je ne connais pas tous les 20 candidats, mais je pars du principe qu'à un moment donné, au lieu d'avoir 20 candidats, on peut avoir 2 candidats. Et on n'a pas, dommage, on n'a pas des élections à 2 tours, c'est un tour. Quand on a un président sortant, face à 19 candidats, dans une élection à un tour, l'équation mathématique est simple. Si le président actuel atteint 22%, il a gagné les élections. Et il peut l'atteindre. Parce qu'il a M. Kamer dans l'Union sacrée, il a Guy Loando dedans, M. Bemba, il a aussi qui d'autre, il a aussi des alliances multiples et diverses, qui représentent un peu l'homogénéité congolaise. Mais il a déjà atteint ses 22%. Pourquoi les autres postulent? Revenons un peu sur ta candidature. Qu'est-ce qui te motive, personnellement? En fait, la politique, c'est pas un métier, mais j'ai fait du militantisme depuis 2009. L'accumulation en 2014-15, je me réintéresse à la politique congolaise pour voir un peu. Mais moi, j'avais un obstacle pour rentrer au Congo, puisque mes parents étant décédés, j'avais une déconnexion avec le Congo. Donc je me disais, je rentrerai peut-être un jour. Donc je suis allé en Côte d'Ivoire, je suis allé au Mali, je suis allé un peu aussi au Burkina. J'ai observé un peu le raisonnement de ce côté-là. Et c'est là où j'ai compris en France, on disait Ndingari. Les Ndingari ne sont pas intelligents, mais sur la question politique, quand j'étais là-bas, quand tu échanges avec eux, ils connaissent leur histoire. Du coup, je me suis dit, comment ça se fait qu'en Afrique centrale, on n'arrive pas? J'ai compris que le divertissement est une place importante. À ça, on rajoute l'église, l'opium du peuple, du pain et du jeu. T'es chrétien?
Moi, je suis plus dans les croyances importées, je suis plutôt dans les croyances africaines. D'accord. Et plus jeune, j'ai grandi dans l'église Bima, puisque ma mère a prié là-bas. Mon père était rationnel, c'est un ingénieur agronome il était ingénieur agronome de métier avant de faire la politique. Il n'a jamais cru en ces croyances-là. Après, je pense aussi qu'il est né Congo, donc ils ont plus ces Boudia Congo. Et à son âme, un émoi d'Assemi. C'est là où je dis en fait, l'observation te poussera à te questionner. Et à partir d'un certain moment, j'ai commencé à former plusieurs jeunes Congolais aux questions politiques. Parce qu'ils me disaient, tu connais beaucoup, t'aimes trop la culture, les histoires, les dates. Mais pourquoi pas le Congo? Je dis, ah, le Congo, c'est trop loin. Le vrai vecteur, c'est que mes parents décédaient. Je me disais, je vais aller faire quoi au Congo? Parce que ma famille, elle est un peu dispatchée. Et de fil en aiguille, j'ai rencontré une dame qui m'avait dit, c'est bien de faire des actions dans les pays des autres. Mais est-ce que tu as essayé de faire chez toi? J'ai dit, chez moi, je forme des jeunes. Il m'a dit, c'est pas assez. Est-ce que tu es déjà rentré depuis que tu es revenu en Europe? J'ai dit, je ne suis pas encore rentré. Donc je me suis dit, je vais essayer de rentrer. J'ai essayé, la famille qui est au Congo, oh non, c'est pas la peine. Tu es bien en Europe. Et j'ai dit, ok. Et quand j'ai commencé moi-même à travailler à la Société Générale, j'ai commencé à mettre de l'argent de côté. J'ai dit, je vais faire une surprise, je vais aller tout seul. Et je suis allé avec mon ex-femme, mon premier voyage. Deuxième voyage, troisième, on a créé la fondation. Et ensuite de ça, j'ai commencé à aller de façon régulière. Et j'ai réobservé le pays, je me suis dit, en fait, je continue à former des jeunes, mais moi aussi, mes vieux, pourquoi tu ne le fais pas à la politique? Nous, on n'a pas ton aura. Je dis, au Congo, il faut aussi l'aura. Il m'a dit, il faut que tu sois un peu connu. J'ai dit, comment ça être connu? La politique, c'est d'abord des actions. Et un psy, il m'a dit, tu as créé une fondation pour rendre hommage à tes parents. Tu parles de la question de l'éducation civique et morale. Tu es proche des mamans, tu es proche des orphelins. Pourquoi pas faire la politique? J'ai dit à la base, la politique congolaise, c'est une politique complexe. Il y a trop de bêtises dedans. Et j'ai pas envie aussi d'exposer mon entourage. Donc c'est des questions sur lesquelles je dois réfléchir en amont. Et après avoir réfléchi avec toute mon équipe, ils m'ont dit, en vrai, tu as un plan jusqu'en 2027. Pourquoi pas faire de la politique au Congo? Tu n'as rien à risquer. Tu maîtrises les sujets et tu n'es pas dans les invectives ou dans les insultes. Tu vas apporter une nouvelle forme de politique. On débat des idées et des valeurs, pas des personnes. Et aujourd'hui, on va venir, il y a des gens qui vont te dire, moi je suis pour tel candidat, je suis le candidat. Non. J'ai fait une émission avec un ancien membre de la LGD. Monsieur LGD LGD. LGD. De Matata Pogno. D'accord, c'est un parti politique. Voilà, la Ligue du leadership de la bonne gouvernance de Matata Pogno. Ce monsieur-là, dès le début de l'émission, on l'a parlé Ligue des détourneurs. Il a perdu le contrôle dans toute l'émission. Dès qu'on lui posait une question, il revenait pour défendre son autorité morale. Et c'est là, en fait, j'ai dit, en fait, on est devenu, en fait, omnibulé par les autorités morales. Si on te parle de ton autorité morale, tu peux dire, moi, je suis venu parler du sujet d'aujourd'hui. Si vous souhaitez parler de l'autorité morale, il faudra faire appel au conseil direct et répondre aux questions. Tu as évité la question. Si le journaliste assiste, tu peux décider d'arrêter l'émission. Mais la politique congolaise, c'est parler des sujets qui ne sont pas intéressants pour ne pas parler des vrais sujets. Mais ça, c'est partout dans le monde. On nous a ramené en France la loi Evras, en coulisses. On nous a parlé d'Abaya. Abaya nous embrouille et on passe la loi Evras en discrétion. C'est le même procédé. Les élites contrôlent la majorité du peuple, mais le peuple ne s'intéresse pas aux vraies questions. Quand tu commences à faire des recherches, on dit que tu es complotiste. Parce que toi, tu as une autre vision. C'est pour ça que je dis au Congo, c'est une suite d'acheminement depuis mon parcours et après aujourd'hui, on s'est dit on va le faire. Si on réussit, tant mieux, on va inspirer la jeunesse. Est-ce que tu n'es pas, en rigolant, quand tu décris la politique au Congo, est-ce que tu n'es pas un herbivore au milieu des carnivores? Non, après on sait que le monde appartient au loup. Si tu n'es pas un loup, tu ne te lances pas dedans. Ben là, entre-temps, tu vas nager avec des requins. Mais en fait, dans notre objectif, dans notre stratégie, c'est qu'il faut aller dans le système pour voir comment ça se passe. Si tu passes ton temps à rester dehors et dire « ouais, ben, ils font rien, ben, tu es juste un spectateur. Quand tu es dedans, tu essayes, tu n'aboutis pas. Nous, on a cette honnêteté de dire « on a essayé, on n'a pas pu ». Mais si vous voulez changer ça, il faudra avancer comme ça, et on vous laisse la place. Moi, je suis un messager. Moi, j'ai plusieurs ambitions de vie. Mais j'ai failli mourir en 2015. Donc, je vis le bonus de ma vie.
Ceux qui m'ont connu avant 2015, ils disent on a failli le perdre en 2015. Quand on le voit passer à la télé parler, on dit c'est un miraculeux en fait. Et j'ai dit en fait, tant que les ancêtres ne m'ont pas appelé, je vais essayer de faire ce que je peux faire. J'ai un grand frère qui ne fait pas de la politique. Parce que papa était parmi les politiciens intègres. Au Congo, les maisons qu'on a, c'est les parents qui ont acheté, c'est plutôt maman qui avait souvent acheté, pas papa. Et papa fait partie des politiciens. Quand je repasse à notre maison de Binza, la dernière fois, il y avait une sentinelle en face qui m'a dit « Oh, ils ont parlé là, non, papa Zongsanda, quoi, l'État ?» Ça n'existe pas au Congo. Ça te met plus de pression à faire de la politique et faire n'importe quoi. C'est pour ça que quand j'ai dit à mon frère, j'allais faire, il m'a dit « Toi, tu n'es pas comme nous. Tu n'as pas un rapport malsain avec l'argent. Mais au Congo, si tu ne connais pas ton rapport avec l'argent, c'est très dangereux. » Moi, aujourd'hui, je n'ai pas d'attribution politique au Congo. Mais si un Congolais m'appelle pour une démarche administrative compliquée au pays, je vais me plier en quatre pour lui apporter une solution. Ça prouve qu'on a la capacité de faire des choses au Congo, mais c'est une question de pourquoi je vais aider ce gars-là? Il n'y a pas le cas réseau derrière. Mais toi, ton réseau-là, ce n'est pas ton réseau à toi, parce que tu bloques les tâches administratives de la nation. Comment il y a des jeunes au Congo qui te ramènent chez le ministre aujourd'hui? C'est quoi son rôle, lui? C'est le petit du ministre. C'est n'importe quoi. Tu viens avec un projet, tu respectes la procédure, tu prends des rendez-vous. On ne te reçoit pas. Tu appelles petit Patrick, un rendez-vous à Bandal dans un bar, 2 jours après, il te ramène au ministère. Ça n'aide pas les Congolais à investir dans leur pays. C'est pour ça que je dis qu'il y a un cheminement dans les décisions. Maintenant, j'avais dit à une cousine, ça ne m'intéresse pas la politique au Congo. Elle m'a dit, ceux qui postulent là, tu penses qu'ils ont quoi de plus que toi? Exactement. J'ai dit, je sais pas moi. Elle m'a dit, ils sont un peu vides. Non, mais on les voit. Je regarde sur les réseaux sociaux tous les candidats, surtout des députés. Quand tu regardes, mais je ne sais pas, je suis désolé, ce n'est pas le cas pour toi, mais tu as l'impression que c'est creux. Moi, j'ai un cousin, il m'a dit, petit frère, députation provinciale. Les autres les auraient de plus que toi, ils sont en national. J'ai dit, c'est pas grave. Mais j'ai dessus beaucoup d'amis qui m'ont dit, pourquoi tu vas en provincial? Non, t'attendons en national. J'ai dit, je suis à Lukunga. Je tiens compte de l'écosystème congolais et du tripatouillage de la congolaise. En national, il y a plus de gens, il y a des têtes aussi. Les ayants droit, les fameux ayants droit. Est-ce que je vais aller me perdre avec ces ayants droit? Limite, on sera amené à faire des débats contradictoires, même à distance. J'ai pas envie de tomber dans la bêtise. Pourquoi tu n'as pas commencé par les communes Parce que moi, j'ai un délai de travail. Beaucoup m'ont vu en national. Quand j'ai annoncé que je suis en provincial, ils étaient déçus en fait. Parce qu'ils me disent, mais les autres là, ils ont rien de plus, ils sont en national. J'ai dit, il ne faut pas se comparer aux autres. Moi, je me dis, je vais aller dans... Par exemple, j'ai grandi à Ngalima, à ma campagne à Mongaflo. Mais ma campagne, j'étais petit. J'ai plus vraiment trop de souvenirs. Je me rappelle des adresses et tout, mais j'ai pas vraiment de souvenirs. Tous mes souvenirs du Congo sont à Mongaflo. C'est là où je fais du judo, jiu-jitsu, taekwondo, j'ai joué au ballon. C'est là où je me suis blessé dans les terrains de foot de Mongaflo. Et j'ai étudié là-bas. Donc quand je rentre faire ma première action humanitaire, j'étais avec un masque en Covid. Il y a une dame qui vendait du charbon, elle a dit « Oh, moi, il y a un galoulaka, il y a Marie-Josée. » J'étais avec mon oncle, il dit « Ah, maman Sarah est bio. » Je dis « Mais j'ai un masque. » Mon oncle, il dit « Elle faisait des beignets tous les soirs. » Donc elle se rappelle dedans. Et il y a une autre dame, quand je fais une action avec les mamans maraîchères, qui me dit « Moi, je te faisais à manger, je te lavais. » Ma cousine me dit « C'est maman telle, elle a fait ça, elle travaille à la maison. » C'est un vecteur émotionnel. C'est un vecteur émotionnel. C'est là où je dis simplement que j'ai fait des actions dans ma commune, dans ma circonscription, parce que je m'étais dit, on ne va pas faire la politique de l'imposteur. Oh non, comme c'est là, postule en province. Mais en province, on ne me connaît pas en province. Ouais, mais ton papa, il était du Congo central, il a fait des actions, tu vas là-bas, tu dis les noms. J'ai dit, je serai comme le syndrome de l'imposteur, je ne serai pas le bienvenu. Mais quand j'arrive à Mongafou là et que je marche dans le quartier, il y a des gens qui disent Maître Amagosa. Il y a des gens qui disent moi la Mbapa Boué, moi la Tantine Boué. C'est des souvenirs. Et ces souvenirs-là, ils sont importants parce que je ne viens pas jouer avec la base de Mongafou. C'est des frères et sœurs avec qui on s'est entraînés, on a fait du sport. C'est-à-dire c'est comme si je suis à la maison.
Maintenant, je leur fais comprendre que le projet, on peut gagner ensemble parce que vous connaissez mieux les réalités, parce que moi, je me réadapte. Et c'est à vous de me relever les problèmes et nous, on va essayer d'apporter des solutions. Mais moi, je ne suis pas dans le leadership suprême. Quand je suis avec la base, s'il me dit Koto, c'est comme ça, je dis ok, on va aller voir. Si on va voir, il dit bah, t'avais raison. Mais il y a les leaders au Congo, ils sont les leaders suprêmes. Si tu dis c'est comme ça, ils disent ah, toi, tu dégages. Moi, je préfère m'asseoir avec eux, échanger, les écouter, après, mon équipe est note. Mais tu vas peser quoi tu vas peser quoi dans cet écosystème quand tu regardes tous ces candidats avec toutes tes bonnes idées? Est-ce que tu vas pouvoir faire quelque chose? Après, par mes idées, j'inspire beaucoup de jeunes qui postulent à la provinciale. S'ils sont malins, on peut faire des alliances à l'Assemblée provinciale. S'ils ne sont pas malins, avec 20 millions des, sont pas 20 millions des Congolais moi, je dis la vie, avec des problèmes mentaux. Le problème mentaux, je vois que ça t'a beaucoup marqué. C'est le constat du peuple congolais. Il y a une vidéo qui a été repartagée d'un monsieur qui prend comme s'il avait un ballon, il relance, il saute, il met des coups de tête. Mais en pleine rue. Il n'a pas de ballon. C'est un comportement normal ou c'est quelqu'un qui est en souffrance? Il y a des Congolais qui rigolent. Ah, Dieu avant de tirer, il est malade. Il n'a pas de ballon, il simule un acte de foot et il saute, il met des coups de tête. Il a besoin de soins. Mais on va le regarder comme ça, on va dire, ouais, il faut qu'il glisse. En Europe, quand tu as un comportement anormal, on peut te faire interner sous contrainte d'un proche ou de l'État. Parce que tu mets ta vie en danger, tu deviens un risque pour la société. Et des risques pour la société, on en a beaucoup au Congo. Tu regardes des comportements, tu dis, mais c'est... Il y a un monsieur qui pisse, c'est un receveur. Son bus avance, il est en train de pisser dans la rue. Il est normal. Il est malade. Mais on va dire, non, c'est normal, c'est le Congo. C'est pas normal, c'est le Congo. C'est un état de santé mentale. Et comment soigner tous ces malades? Mais pour soigner la santé mentale, qui est un sujet tabou chez les Congolais, ça nécessite d'avoir un entourage bienveillant, qui ne va pas te juger quand tu es en décomposition entre le cerveau et l'esprit. Non, le corps et l'esprit. Maintenant, il faut aussi savoir quand tu ne te sens pas bien. Mais ça, on n'a pas appris à le faire. Maintenant, si tu estimes que c'est très douloureux, tu dois aller d'abord voir un psychologue. Le psy va te poser des questions de façon à déterminer ce que tu as. Et si le psy n'est pas capable, c'est le psychiatre qui va te donner un traitement médicamenteux qui va te permettre de peut-être retrouver une stabilité mentale. Mais en général, la santé mentale, ça vit. Ça ne se soigne pas. Donc on a 20 millions de Congolais perdus. Ils ne sont pas perdus si on les accompagne, mais je pense qu'il n'y a pas d'accompagnement de santé mentale au Congo. C'est des sujets qu'on est... Moi, j'ai connu la santé mentale, donc je peux en parler. Et j'ai accompagné beaucoup de gens hospitalisés en santé mentale. C'est pas un sujet banal. Maintenant, si on n'a pas l'entourage, parce que quand tu auras des comportements d'ordre paranoïaque, on appelle ça un délire paranoïaque, ton entourage va dire, mais il est fou ce mec, comment il se comporte? Ça ne va pas t'aider, ça va encore t'enfoncer avec plus de soucis. Mais si tu as des gens qui te comprennent, ils vont te dire, mais comment ça se fait qu'en ce moment, tu n'es pas bien, qu'est-ce qui se passe? C'est des gens qui s'intéressent. Et ces gens-là, ils vont t'accompagner vers des spécialistes pour t'aider à aller mieux. Bah, c'est pour ça que je dis, si ton entourage n'est pas fort, quand tu vas être, par exemple, hospitalisé, bah, tu risques de rester longtemps parce qu'il n'y a pas l'entourage qui prend tes nouvelles. Et nous, on a banalisé ça. Quand tu dis, quelqu'un, il a un problème de santé mentale, va voir le pasteur. Le pasteur va prier. Le pasteur n'est pas spécialiste. C'est là où je dis, à un moment donné, on doit parler de ça, parce qu'il y a beaucoup de Congolais en Europe. L'absence de papier peut te donner des problèmes de santé mentale. Le stress au travail, avec tes collègues qui sont non noirs. La réalité européenne. Et parfois les trajets parcourus pour arriver en Europe. Exactement, ça peut créer des retours, comme on appelle ça au Congo. Mais sauf que ça, on n'en parle pas. Aujourd'hui, on est là pour essayer de parler de tous ces sujets tabous dont on n'a pas évoqué. Maintenant, je pense que le Congolais est malade, oui. Le Congolais mérite un traitement, oui. Mais il y a combien de psychiatres au Congo et des psychologues? J'ai lu il y avait un article sur ces problèmes. Il y aurait peut-être un psychiatre sur, je sais pas, des milliers d'habitants. Du coup, un psychiatre, là, quand tu vas le voir, c'est gratuit ou c'est payant? Forcément, payant. Sauf qu'en Europe, tu peux avoir, en fonction de quelle est les couvertures de santé que tu as, d'avoir des traitements psychologiques gratuits.
C'est un avantage. Aujourd'hui, tu arrives, tu es député. Quelle première proposition? Déjà pour la commune, la circonscription de Mongafula, on a des problèmes d'érosion. On avait vu la nationale vers Matadikiba là, qui avait été coupée. Après, on a aussi ce problème de courant et eau. Et on a également aussi le problème d'éducation. Moi, j'aimerais que Mongafula soit une ville pilote, avec qui on peut faire des parrainages. Parce que Mongafula est une ville en hauteur qui peut apporter du tourisme. Parce que ça ramène aussi au Congo central. Si on arrive à avoir une urbanisation de Mongafula, moi, ce qui m'impressionne au Congo aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus d'arbres. Quand on était petit, on fait la Sanzetamanga, on est en train de manger, on parlait. Aujourd'hui, je cherche même sur le boulevard, je cherche des arbres, il n'y en a pratiquement plus. Urbaniser Mongafula, lutter contre ce problème d'érosion, parce qu'on a besoin de l'accès du Congo central pour les marchandises. En plus de ça aussi, avoir des projets avec un incubateur. Parce qu'un député ne crée pas d'emploi. Mais si on a un incubateur externe... Un député distribue de l'argent. Il distribue l'argent qu'il obtient avec son salaire. Non, mais on les voit au Congo. Mais il le distribue on voit des députés faire du clientélisme à tout va. Le député qui distribue de l'argent, c'est l'argent de son salaire ou c'est de l'argent qu'il crée autrement? À vérifier. Parce que si tu distribues tout le temps ton salaire, ça te pousse à créer des activités de rétrocommission. C'est pas légal. C'est là où je dis en fait le député ne crée pas d'emploi. Mais s'il y a un incubateur annexe qui peut créer des emplois dans la commune où le député postule, en ramenant par exemple la diaspora, c'est tout bénéfique pour la population parce qu'ils ont un revenu, ils peuvent se loger, ils peuvent payer la scolarité de leurs gosses. Après, j'ai un ami qui me parle d'un projet d'agriculture vers Mitendi. L'agriculture va permettre de créer des emplois et de nourrir la population. Ben, les Congolais n'aiment pas l'agriculture. Ils n'aiment déjà pas travailler dans des métiers parfois pénibles. Parce que travail, en fait, bon, la réalité c'est que j'ai travaillé dans les bureaux. Mais très souvent, j'avais des amis qui étaient plombiers, qui étaient dans l'échafaudage, qui touchaient plus que moi. Mais moi, je leur dis, je ne peux pas faire votre boulot-là d'échafaudage en hiver. Mais sauf qu'il était dans le bureau, tu touches moins que lui. À la fin, c'est l'argent qui motive dans le monde. Mais nos parents nous ont conditionnés à travailler dans les bureaux. Parce que quand on fait les réunions de famille, tu dis, mon fils a fait la Sorbonne, l'autre là, il a fait UPC. Les tantines, ils seraient des complexes. Oui. Mais sauf que ton fils qui a fait la Sorbonne, il est face au fils qui a fait UPC, mais qui a des terrains de champs au Congo, qui gagne plus. Celui qui nourrit la population gagne plus. C'est là où je dis, en fait, on doit déconstruire l'imaginaire du bureau. Le bureau, ce n'est pas l'élément le plus déterminant. S'habiller en costume cravate, comme tous les jeunes aujourd'hui veulent faire, ce n'est pas important. Moi, j'ai plus de respect pour un petit frère qui a des terrains au Congo central, qui aujourd'hui nourrit des gens à Kinshasa. Et ce petit-là, quand tu le croises à Kinshasa, il n'est pas en costume cravate. Il met une petite chemise, un pantalon. Mais il pèse plus que beaucoup qui sont en costume cravate à Kinshasa, qui n'ont même pas de poste. Et parce que lui, il a compris très tôt que l'agriculture est nécessaire pour l'alimentation en Afrique. Bon, maintenant, si quelqu'un ne veut pas faire de l'agriculture, on n'impose pas aux gens des choix. Mais moi, je dis à des petits frères, j'ai un petit qui me vend des macassos à 24. Parce que je me pose des fois le soir pour parler avec les petits de Kanluka. Quand il dit, le petit, je lui dis, pourquoi tu vends toujours à 23h jusqu'à 2h du mat? Il me dit, parce qu'avant, je dois accompagner mes frères à l'école. Et après ça, je dois aller faire un deuxième boulot d'un autre côté. Et le soir, je fais ça. Mais il a 17 ans. Ce petit-là, si tu proposes l'agriculture, il ne va pas faire. Avec un salaire meilleur, il va le faire. En fait, on ne peut pas être dans une... Moi, j'ai un petit neveu qui m'énerve. Il est fan de Fali. Lui veut juste s'habiller. Même si ce n'est pas des vrais originaux. Mais il me dit, moi, avec mon style comme ça, là, je ne peux pas être cireur. Pourtant, il nettoie bien les chaussures. Je dis, on te donne un fonds de commerce pour faire ça. Il m'a dit, non, moi, je ne peux pas. Mais c'est un petit qui est diplômé. Et si ce petit-là, tu proposes l'agriculture, il dit non, on aura essayé. C'est la faute à Fali? Non, il est juste fan d'un artiste. D'accord. Mais est-ce que c'est la faute à Fali? Je pense que non, parce que la réalité, c'est que tu peux être fan d'un artiste. C'est comme un pasteur qui a dit que c'était la faute à Papa Wemba et Kester Emene d'avoir emmené tous ces jeunes, tout ce monde dans la sapologie, dans les Matuvu. Après, je ne sais pas, déjà on est des Bantous, on ne parle pas des morts. D'accord. Maintenant, un pasteur qui parle de ça, étant donné que dans sa jeunesse, il s'est aussi habillé. Et aujourd'hui, il s'habille. Est-ce qu'il s'habille à Tombola? Je pense que non. C'est un discours démagogique, pourquoi? Parce qu'il sait que s'il parle de ça, ça va ramener de la clientèle.
Parce qu'on a parlé de ça, tout le monde a parlé de ça. Mais maintenant, la question, c'est est-ce que le Congolais a le discernement de l'Église? Parce qu'aujourd'hui, tous les pasteurs aux États-Unis, c'est des coachs en motivation. Ils ne prêchent plus la parole de Dieu. Ils utilisent la parole pour faire du développement personnel. Au Congo, ils font pareil. C'est des influenceurs aujourd'hui. Quand on écoute les prêches, elles sont souvent repartagées sur les réseaux. Et si tu fermes les yeux sans tenir compte de la personne qui parle, tu as l'impression d'un coach. Quand il parle de ça, papa même de son vivant avait dit qu'il n'était pas un modèle. Il aurait aimé être prêtre. Il parlait de Wemba Dio et de Papa Wemba. C'est-à-dire qu'il faisait la distinction entre l'artiste et ce que lui, il est vraiment. Et du coup, les vidéos sont ressorties. Qu'est-ce qu'il nous apprend de nouveau? Quand il dit que le Congolais, il va en Europe pour acheter des vêtements et il ne pense pas à investir au Congo. La plupart des pasteurs là sont riches, mais ceux qui vont à leur église, ils sont riches. Qui les rend riches? C'est les personnes qui vont à l'église. Si j'ai le discernement, moi, ma mère, à Bima, elle a fait beaucoup d'actions. Ou même, j'ai un cousin qui me dit, tu descends à Bima, s'il y en a mon à Foula, tu leur dis, ils ont dette morale. Ils doivent voter pour toi. Je dis, pourquoi? Il dit, parce que ce que ta mère faisait là-bas pour l'église, c'est fort. J'ai dit, elle le faisait de son bon gré. Parce qu'elle y croyait. Mais maintenant, moi, quel est le rapport que j'ai avec ça? Mais il m'a dit, c'est la construction du Congo. Hein. On a tous des dettes morales des autres. C'est pas normal. Que tu ne sois pas aujourd'hui chrétien, tu ne penses pas que ça va te porter préjudice? Moi, je ne parle pas de ma religion ou quoi que ce soit. Les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent. Mais moi, je mets les évidences. Quand je lis la Bible, puisque des fois on m'invite dans des églises, si je sens que le pasteur il interprète la Bible correctement, j'ai du respect pour ce pasteur. Mais quand je vois que le pasteur il interprète la Bible dans des fins personnelles, c'est mon discernement qui rentre en compte. Je ne dis pas que tous les pasteurs sont mauvais, mais il y a des pasteurs qui font l'exception, et il y a les autres, ils sont là parce qu'ils font ce qu'on appelait le mankiona. Denis Less l'a expliqué. Tu rentres dans mon église, il y a une sœur qui te connaît. Elle rentre dans mon bureau, à Tekelinga Disque. Comme c'est là le frère Patrice, il va aux États-Unis. Il a acheté une voiture. Le frère Patrice a ça, a ça. Moi j'ai ton dossier. Je viens maintenant, je dis, je sens que dans l'église, on a un monsieur qui s'appelle Papa Saint-Esprit, Patricio. Bon, c'est pas toi. Papa Patrice. Je te lève. Je te dis, ah non, le pasteur m'a désigné. J'ai vu que Dieu m'a dit, tu vas aux États-Unis. Il te raconte ta vie. Mon collègue déjà raconté. À la fin, tu sèmes. C'est de l'arnaque. Mais Denis Less le raconte parce que nous, on a grandi avec Denis Less. Denis Less, aujourd'hui, ce qu'il fait, c'est qu'il raconte des réalités que lui-même, il a appliquées. Maintenant, pourquoi on va croire à tous ces pasteurs? Non. Et même la même Bible dit qu'il y aura des faux pasteurs qui vont arriver. Maintenant, le Congolais est libre de ses croyances. Et moi, ce qui me dérange, c'est le manque de discernement. D'accord. Est-ce que dans ta circonscription, tu as déjà vérifié les candidats en face, les différents candidats? Après, j'ai l'équipe qui travaille pour ça. On récolte les noms, on voit qui sont-ils et on essaie de travailler. Qu'est-ce qu'ils ont de plus que toi? Après, je ne le connais pas directement, mais mon équipe me dit simplement que il n'y a pas de retour sur expérience. Pour postuler au Congo, on demande 5 années d'expérience, professionnelle ou administrative. Quand je vois ces candidats, ils ne l'ont pas. Et il y a même des députés nationaux qui postulent qui ne l'ont pas. Mais comment ils font pour postuler? C'est dans l'informel. Il y a un retour sur expérience dans l'informel. Je ne sais pas, ils étaient peut-être agents, comment ils appellent ça, changeurs de monnaie, ou je ne sais pas. C'est dans l'informel, ils ont un retour d'expérience. De 5 ans. Pourquoi pas? Il va administrer une circonscription. Administrer, c'est prévoir. C'est anticiper, c'est anticiper, oui. Aujourd'hui, le Congo, on improvise. Hein. On est à la politique du taux du jour. Un événement atterri à gauche, on essaie de solutionner. Il n'y a pas de projection sur le long terme. C'est faute de budget. Il n'y a pas de budget pour... Pas de budget. Ouais. Covid-19, on a eu des détournements à tir-larigot. Au Congo, c'est le pays où on détourne, mais on a besoin de l'aide du FMI et de la Banque mondiale. Il n'y a pas d'argent. On voit des gens qui font des voyages aller-retour, qui ramènent des gens pour des débats au Congo, il n'y a pas d'argent. Et qu'est-ce que tu supposes avoir de plus que ces autres candidats? Si je ne suis pas meilleur, oui. Moi j'ai demandé un débat contradictoire avec tous les députés provinciaux de Mongafula. Je suis sûr qu'ils ne vont pas venir. Parce qu'il n'y a pas de fond d'idée. Moi, si tu es meilleur que moi, j'ai envie qu'on débatte. Tu connais Mongafula, ok? Quelles sont les réalités de Mongafula? Comment y arriver pour solutionner ça? Ils ne vont pas le faire.
Là, les réalités en question sur Mongafula, tout le monde les connaît. Tu en as parlé, Comment- l'érosion. Comment ouais. solutionner l'érosion? Exactement, comment faire? Ben, comment faire? Ils ne vont pas le faire. Parce que comment on ne débat pas des idées, des valeurs, on débat des personnes. Et on ramène toujours un sujet de distraction pour éviter de parler de la réalité. Moi, je demandais un débat contradictoire. Ils ne vont pas le faire. Je dis à tous mes petits de la base, tous ces candidats-là, vous les répertoriez. À Mongafula, on va faire un grand... Je voudrais que tu inspires un peu les autres. Aujourd'hui, tu arrives député. Comment on arrive à solutionner cette problématique d'érosion à Mongafula? Moi, je ne peux pas travailler pour les autres. Parce que l'intelligence, c'est des années de formation. Il faudrait que chaque député prouve qu'il est capable de le faire. Nous, on travaille avec des spécialistes. Je ne suis pas une personne de l'urbanisme. Mais j'ai contacté des Congolais qui sont à Kinshasa, qui sont dans le domaine de l'urbanisme. Je ne suis pas obligé de le faire. J'aurais pu prendre mon pote que aux États-Unis. Tu n'es pas dans une équation, qui est sans solution. Parce que moi aussi, j'ai discuté avec des urbanistes ici en France et d'origine congolaise qui m'ont un peu expliqué les problématiques qu'on a au Congo par rapport aux érosions, par rapport aux inondations et ainsi de suite. Quand on regarde les constructions aujourd'hui, les constructions qu'il y a au Congo, tu ne vas pas pouvoir résoudre ces problèmes si les gouvernements ne mettent pas la main à... C'est ce que je dis en fait. En politique, on tente, on propose et c'est prouvé. Quand tu as fait des propositions, que tu as essayé et que ça n'a pas abouti, tu rendras un rapport à la base. Tu dirais, moi j'ai toussé, j'ai donné ça, ça, ça. Voilà combien de députés qui ne proposeraient, mais ils sont députés. Pour l'Assemblée nationale, il y a une application qui permet de voir quel député a proposé, quand est-ce qu'il a siégé, quand est-ce qu'il est absent. Mais combien de députés au Congo proposent? C'est là où je dis aujourd'hui, on va essayer de jouer sur la technicité, la capacité de faire. J'ai regardé un député qui disait, je vais mettre l'électricité. C'est son métier? Mettre l'électricité. Je sais pas. J'ai bien un député qui disait, il va mettre des caniveaux. Par quel mécanisme? Non, mais moi aussi j'ai regardé un député, c'est même pas donc, pendant les 5 ans de Tshisekedi, c'était bien avant, qui a expliqué, parfois quand on est député, on n'a pas le choix, parce qu'il y a des problèmes qui arrivent tous les matins de la population, et que tu vas devoir résoudre. Et tu ne vas pas résoudre en leur disant, bah, ok, je vais aller proposer une loi. Donc, du coup, tu es quasiment obligé de mettre la main à la poche pour donner de l'argent à quelqu'un qui vient te voir, parce que voilà. En fait, tu mets la main à la poche. Tu assistes la personne, tu la rends dépendante de toi. Responsabilise la personne. Utilise des paramètres annexes pour créer des emplois à ces personnes, pour qu'ils ne viennent plus te voir. J'ai dit ça à la base la dernière fois. Vaut mieux que vous me mettez une dette morale que moi je vous mette une dette morale. Il m'a dit, j'ai pas compris. J'ai dit, si moi je te mets la dette morale, le jour où je gagne, si tu m'appelles, je décroche pas, je te dois rien. Mais si toi tu dis, on croit en ce député-là, on va voter pour lui, moi je suis redevable. La redevabilité, on l'a plus au Congo. Le député, le candidat, il te donne 5 000 francs, il te donne des repas, des t-shirts, du riz. Mais quand il a gagné, pourquoi il va venir te voir à nouveau? Ils reviennent toujours te voir pendant la période électorale. Non, mais ces députés-là, il était député quand il distribuait de l'argent parce qu'il fallait résoudre des problèmes dans sa circonscription, dans l'immédiat. La question, c'est quand tu donnes de l'argent, tu les rends quoi? Autonomes? Non, ils sont dépendants de toi. Quand il y a encore un autre problème, ils reviennent. Trouve une solution durable pour eux, pour qu'ils ne reviennent pas. Et ça demande que tu outrepasses ton rôle de député, que tu aies la capacité de composer avec des paramètres annexes. D'où tout à l'heure, je parlais d'incubateur. L'incubateur est là pour créer des emplois, c'est pas mon rôle. Mais maintenant, dans l'incubateur, on va faire participer des Congolais de la diaspora, pas qu'européennes, même ceux qui sont en Tanzanie, ceux qui sont en Afrique du Sud, qui envisagent de créer des emplois au Congo, mais qui se disent c'est compliqué. Mais maintenant, dans les mécanismes écosystèmes de la politique, on va faire en sorte qu'ils aient l'avantage prioritaire pour créer des emplois là-bas. C'est la participation de chaque Congolais à son pays. Mais ça, aujourd'hui... Est-ce qu'il y a déjà un travail qui a été fait en amont? Qu'il y a des gens qui sont prêts à aller investir une fois que toi, tu es élu? Mais les gens ou bien tu vas les faire pendant les mandats? Nous, on travaille avec Ujima. En fait, on a créé une fondation avant la politique. On a créé Ujima Platform avant la politique. C'est pour qu'on ne dise pas, vous avez créé ça quand vous avez gagné. On avait déjà commencé à travailler. Nous, on pense au Congo avant la politique.
J'avais un projet de lobby congolais en 2014 qui n'a pas abouti. Mais si on crée un lobby congolais, c'est nous qui avons le contrôle de l'économie congolaise. On va agir dans tous les domaines. Santé, agriculture, tout ce qui est administratif, on va être dans tous les domaines parce qu'il y a les compétences. Mais la force, c'est la cotisation mensuelle de chacun. Quand tu cotises et que tu as un souci au Congo, on est obligé d'agir. Mais les autres le font, pourquoi on ne le fait pas? Oh non, on ne s'aime pas. Les autres, ils s'aiment. Ils ne s'aiment pas, mais ils pensent aussi à l'objectif de demain, si j'ai un problème, c'est compliqué. C'est parce qu'on a toujours des excuses. Moi, je travaille dans les assurances. Quand j'ai vu le discours d'une dame de la SONAS, l'assurance, c'est comme Dieu. C'est pas ça l'assurance, frère. Mais cette personne, elle est responsable à la SONAS. Quel est le message? Il n'y a pas d'entreprise d'assurance congolaise à part la SONAS. On est capable de créer l'assurance au Congo. Moi, j'avais un projet de créer une assurance IMO et une assurance dommage avec mon ex-femme. Mais dans la partie assurance, on s'est rendu compte que les Wewa, c'était des clients solvables. Ils ont des comptes bancaires. Mais les gens, ils rigolent d'eux au Congo, mais ils déposent de l'argent à la banque, ils sont solvables. On a ciblé aussi les entreprises. Et quelques particuliers en fonction de leurs revenus. Mais maintenant, il faut déjà expliquer aux Congolais de croire en l'assurance. Ça devient difficile. Mais tous ces obstacles-là, on est en train de travailler dessus. Ça veut dire que quand tu veux créer, tu peux le faire. Mais maintenant, un député qui donne de l'argent, à moins qu'il soit millionnaire, oui, pourquoi pas. Mais un député, si tu gagnes un salaire normal, même si tu as des avantages, tu ne vas pas assister toute ta circonscription. C'est comme ça qu'on fait du clientélisme. D'accord. Une question. On arrive pratiquement à la fin. Quelques mots pour ta circonscription, pour les gens qui te regardent, des gens qui... Après, je dirais simplement, mon gars, on va essayer de travailler ensemble. Parce que la victoire, c'est collectif. Ce n'est pas simplement le député qui va venir créer des miracles. Maintenant, ça sera difficile, mais on doit se dire que le Mongafula que nous, on a connu dans les années 95, ce n'est pas celui qu'on a d'aujourd'hui. La situation se détériore, mais chaque habitant de Mongafula devra faire l'effort nécessaire pour qu'on puisse gagner la circonscription. Après, je passe aussi un message à tous mes mamans maraîchères, à toutes les jeunes filles de Mongafula, ainsi que tous les maîtres. Les maîtres comme les maîtres Madison, les maîtres Itela, c'est des maîtres qui m'ont formé quand j'étais jeune. Et quand je suis venu faire mon enrôlement, ils m'ont montré qu'on croit en ton projet parce que tu n'étais pas obligé de revenir pour Mongafula. Après, je tiens aussi à donner plus de remerciements à toute ma base de Paris, mon staff technique, tous ceux qui me conseillent, ceux avec qui on fait des débats contradictoires. Après, le député sera meilleur si et seulement s'il a un entourage de qualité. Parce que le député, c'est un seul cerveau, mais l'entourage, on devient à 10, 15 cerveaux. Maintenant, je tiens aussi à remercier tous mes soutiens de la Belgique, de Londres, de l'Utrecht, mon petit frère Sébastien Adrien Patrao, et toutes les personnes qui croient en moi. Après, comme je dis, je ne suis pas le Messie congolais. On va essayer de faire ce que nous, on est capable de faire, et si on n'arrive pas, on vous dira qu'on a essayé, on n'a pas réussi à le faire. Mais j'aimerais dans l'idéal avoir toute cette jeunesse congolaise qui s'intéresse à la politique. Parce que les ayants droit, on est un peu fatigué de voir ces ayants droit-là, parce qu'à un moment donné, il faut renouveler la classe politique. Mais si vous ne faites pas les efforts nécessaires, ces personnes-là vont rester ad vitam aeternam. La lingala bala monga fula molobeli na bino azozonga kala mingi te tokomeka kosala ba action ya sika tokosala ba dialogue na biso tosalaka souvent de façon à ce que bopesanga ba réalité ya monga fula mponga pena meko komema ba solution. Après napesi bambote ebele na vie nanga Richard Luntadi, ma grande sœur Rosette Zungu et toutes les personnes qui me soutiennent. En tout cas, on est ensemble. Merci beaucoup. Un autre conseil pour tous les Congolais qui iront voter, quels que soient les candidats, quoi. Pour les Congolais qui iront voter, le seul élément principal, c'est si c'est un candidat qui se représente à nouveau, il faut faire son bilan, savoir ce qu'il a fait dans sa circonscription. S'il n'a pas fait grand-chose, il faudra voter utile. Voter utile, il faut essayer aussi de s'intéresser aux nouveaux qui arrivent, mais avec des projets ou des idées réalisables. Quand un député vous dit qu'il va créer des emplois, il va mettre la lumière, ou il va faire des terrassés, il faut comprendre qu'il est en train de vous embrouiller l'esprit. Il faut lui poser la question, quel est le rôle du député? S'il vous répond, vous lui dites, mais là,
En fonction de ce que vous avez dit pour créer les Pardon, je emplois. coupe quand même. Est-ce que les députés qu'on voit là, est-ce qu'ils connaissent leur rôle? Les députés que je vois sur les réseaux sociaux qui pilulent. Mais c'est ce que je fais aujourd'hui. En ce Ouais. moment, je fais ça dans mes vidéos pour les pousser en fait à se D'accord. responsabiliser. Ouais. Parce que Noli, c'est quelqu'un avec qui j'ai fait des émissions. Mais Noli, il a plus appris un peu la politique en faisant des émissions avec moi. Et depuis un certain moment, j'ai coupé un peu les émissions chez les Congolais. Là, on me dit, il faut que tu fasses 2-3 émissions avant que tu partes à Kini. Je dis, pourquoi? Ils m'ont dit, mais ce qu'on voit, c'est creux. Je dis, mais c'est eux vos futurs députés nationaux. Déjà, si tu ne connais pas les 3 rôles du député, tu ne pourras pas broder même dans l'émission. Quand je parle d'incubateur, c'est parce que dans ma tête, je réfléchis à autre chose pour dire on doit créer des emplois. Mais le député, directement, il ne peut pas le faire. Mais quand tu vas député, il te dit il va mettre la lumière. Par quel mécanisme? Tu viens, tu proposes ta loi à l'Assemblée nationale, on met tous des vétos. Tu vas le mettre ça comment? Donc tu vas sortir de l'argent personnel pour mettre en place le projet. Et quand tu sors de l'argent, tu vas devoir aller voler après pour récupérer ton argent. C'est compliqué. C'est pour ça que on fait de la politique en tenant compte de l'écosystème et on va créer des facteurs annexes nous-mêmes par l'intelligence pour pouvoir créer des emplois. D'accord. Reviens sur ton message. Je suis désolé de t'avoir coupé. C'est comme ça aussi. Ici, c'est comme ça que ça se passe. Il n'y a pas de souci. Reviens sur le message que tu as adressé aux Congolais. À tous les Congolais qui souhaiteront voter pour les députés ou même les candidats à la présidence, essayez de prendre connaissance de leur projet de société. Maintenant, on doit être exigeant. Si un député était déjà en poste, s'il se représente pour voter pour lui, il faut se demander qu'est-ce qu'il a fait dans la circonscription. Maintenant, il faut qu'on soit aussi honnête entre Congolais. Quel est le rôle du député? Si le député vient te dire, je vais mettre la lumière, créer des emplois, construire des terrassés, il faut lui demander, monsieur le député, ou monsieur le futur député, quel est le rôle du député? En fonction de la réponse, tu vas voir si ce qui t'a annoncé avant, c'est possible de le faire. Député ou assis à Zalara na la Bokonzinae, sera et sous pas postulé. Tout ça, le système à votant utile. Tout n'est pas député, dans 5 ans alignés pour la circonscription. Sera pécieux élément de réponse, tu comprends déjà que Aza parmi les ayants droit au Bayara gagnera toujours. Mais député, il faut à ça la ligne, il faut Aza la molobeli à peuple. Il faut proposer Mibeko, il faut contrôler l'action du gouvernement. Dans l'Assemblée nationale, ton Assemblée provinciale. Mais si il faut retourner, papa député, Misala, on va créer un nengenin. Sans une réponse, tu comprends que Azalaka, Asalate, Azoya et Soussou, parce qu'elle a besoin de bino, ma pona mizoya. Tous à la concentrer, les Congolais, les Kosabisomingi. Photo bunde la Congo, parce que Congo est à Ramoko, tout le Koufara, mais Congo est Kotikala. Voilà, Patrice Emery, le Congo exige de nous de la grandeur. Magoza, c'est tout pour le moment. Maestro Magoza, merci. Merci à vous en tout cas pour l'invitation. C'était un moment exceptionnel. Ça change un peu des autres émissions. Merci beaucoup.